démocratique du Congo est secouée en ce moment par un débat qui porte sur l'ordre constitutionnel, pendant que la majorité au pouvoir insiste, veut passer à une nouvelle république. L'opposition, elle aussi, tient mordicus à ce qu'on maintienne l'ordre constitutionnel. Mesdames et messieurs, celle-ci a manifesté la semaine qui vient donc de s'écouler devant le Palais du Peuple. On va donc revenir sur cette actualité. Et aussi, le Sénat est aujourd'hui en plein examen de la loi sur le référendum. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures? Bienvenue à toutes et à tous dans Entre les lignes. En face de nous, Monsieur Manuel Chibambe, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Bonjour Monsieur Manuel. Bonjour Danzeng. Merci beaucoup de cette opportunité de vous recevoir après tant de jours. Merci beaucoup. Je suis là, donc il est de notre devoir de répondre favorablement, positivement, lorsque l'appel nous a été lancé. Donc, comme je l'ai toujours dit, un acteur politique sérieux, actuellement, ne peut pas s'en passer d'une chaîne de télévision comme celle-ci, KMC Média, avec son promoteur, mon ami Christian Loumou. C'est vraiment un ami à moi de lutte. Et toutes mes félicitations pour ce beau cadre et surtout pour votre plateau de l'émission dont je fais l'honneur, dont aujourd'hui je fais la représentation. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Chibambe. On va commencer par cette actualité sur le sit-in d'abord, parce que ça fait beaucoup de bruit. On a vu les opposants être blessés. Ils disent avoir reçu des balles réelles. Il y a beaucoup de morts. Ils vont bientôt faire un communiqué pour annoncer cela. Mais comment vous réagissez après cette sortie médiatique de M. Kabouya également, qu'on a suivi? Comment vous réagissez par rapport à ça? Excusez-moi, je ne sais pas, je réponds à quelle question, parce que là, j'ai beaucoup de questions dans ma tête. Je commence par... Le sit-in. Le sit-in, parce que vous avez introduit également la sortie médiatique de notre président ad intérim d'hier, donc ça m'a un peu embrouillé là. D'abord, je commencerai ici par... demander à nos amis de l'opposition. Vous savez, on ne force pas le destin. En 2018, nous avons tous vu M. Martin Fayulu, qui, lui, était dans la logique, pendant la campagne électorale, il était dans la logique de la négation des élections. Vous êtes sans savoir. Il disait qu'il n'y aura pas élection parce que Chadari, avec Kabila, avait déjà concocté, falsifié déjà avec les machines à voter, le nom de Chadari qui serait président de la République. Souvenez-vous, même au dernier jour de la campagne, je pense que c'était à Kindu, le candidat Martin Fayulu a demandé à ses électeurs de ne pas voter à la machine à voter, de ne pas aller voter avec la machine à voter. Il leur a demandé d'aller dans le centre de vote muni d'un bout de papier qu'ils estampillent ou qu'ils marquent le nom de M. Martin Fayulu et son numéro, j'ai oublié, c'était quel numéro, j'ai oublié. Il leur a demandé ainsi, imaginez-vous, au dernier jour de la campagne. Vous voyez la personne de Martin Fayulu avec ses supporters demandant à ces derniers de ne pas voter avec la machine à voter. Mais c'est ce monsieur-là qui a demandé à ses électeurs de boycotter les machines à voter. C'est lui qui réclame la victoire. Par quelle alchimie? Nous sommes quand même adultes. Nous avons quand même une cervelle pour pouvoir réfléchir. Vous avez demandé à vos supporters de ne pas voter à la machine à voter. Vous leur avez demandé d'effectuer le vote par un bout de papier. Mais le vote s'est passé par la machine. Ça veut dire que dans la machine, vous n'aurez pas de voix. C'est clair et net. Connaissons que chez nous au pays, le vote est sociologique et tribal. C'est ça la réalité, il faut qu'on se le dise. D'abord, il est parti avec cette logique de la négation des élections, comme toujours. Et il en a même récidivé en 2023. Souvenez-vous, il a récidivé avec la même méthode. Allant à boycotter les élections, dire écoutez, mon parti ne va pas se représenter. Et à la dernière minute, c'est lui qui court vers la CENI pour aller déposer sa candidature, au détriment même de mes amis, les princes Epenge, les Lexus Légal, ils sont nombreux, les Maman Chantal, hein, vous voyez, des Yves Badjoko,
qui pouvaient aussi aller déposer leur candidature en tant que des députés nationaux. Mais cela n'avait pas été fait. Mais ce sont ces scénarios. Et je voudrais aussi échapper une étape importante. Pendant la campagne, je crois, à Lubumbashi, il a opéré un psychodrame. Souvenez-vous. On nous avait annoncé pour Mouron. Il aurait reçu une balle dans un véhicule à côté du patriarche Kyungu Wakumwanza, Maman F. Bazaïba. Souvenez-vous, la vidéo circule même dans les réseaux. Même moi, j'en ai dans mon téléphone. On nous a annoncé qu'il était déjà mort. Mais curieusement, en 11h, on nous annonce qu'il était déjà mort. Curieusement, on le voit à 18h autour de sa tembo, en train de prendre sa tembo. On n'avait pas laissé pour mort. On avait annoncé qu'il était... Non, s'il vous plaît. On avait annoncé mort. S'il vous plaît. S'il vous plaît, si je savais que je devais aussi parler de ça, j'allais vous chercher toutes ces déclarations. On nous avait déjà annoncé pour mort, disant qu'il avait été atteint par une balle au niveau de la poitrine. C'était un scénario digne d'un film tourné, concocté, tout ça. Et c'est ce que moi j'ai vu le vendredi. Vous savez la faiblesse du mensonge? C'est laquelle vous connaissez? C'est qu'il y aura toujours un point d'incohérence. C'est ça la faiblesse du mensonge. J'ai vu mon aîné, que j'aime beaucoup, Martin Fayoulou, le jour de la marche. Après la marche, ces militants nous annoncent qu'il a été atteint par une balle. Ok? Nous avons vu sa chemise blanche. Et curieusement, ce sont tous ces leaders qui avaient des chemises blanches. Je vous dis que c'est un scénario digne d'un film. C'est un psychodrame. Tous ces leaders étaient habillés en chemise blanche. Tous, tout le monde. Et pourquoi non, mais il faut. Je vous dis, c'est. Pourquoi pas? Moi, je pousse ma réflexion. Pourquoi ne pas prendre une chemise blanche? Comment? C'est interdit de mettre une chemise blanche? Ce n'est pas interdit, mais quelle coïncidence. Tous ces leaders mettent la chemise blanche. Quelle coïncidence. Ce n'est pas interdit. Moi, vous allez dans une marche, vous allez dans un combat politique, vous vous habillez en tenue blanche. Si vous êtes sérieux, en tenue blanche, je ne suis même pas là. Je vous ai dit que la faiblesse du mensonge, il y aura toujours un point d'incohérence. Je suis resté toute la journée du vendredi, samedi, dimanche en train de cogiter par rapport à ces psychodrames. Monsieur Martin Fayoulou, à la fin de la marche, et bien avant la journée, ces militants nous annoncent qu'il aurait été atteint par une balle. Et nous avons vu sa chemise tachetée, maculée des sangs à côté. Mais à la tête, il n'y avait pas de bévue, il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas de plaie, ni de balafres. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Revoyez, moi j'ai tout. Je vous ai dit, je suis journaliste, si vous le connaissez, même si je ne le pratique pas, de par mes fonctions politiques. Mais j'ai appris tous ces signes en communication, je les ai appris à l'université. On a vu les policiers. Ça, c'est... Comment? On a vu les policiers avec des pierres en main en train de jeter sur la population. J'en arrive. Mais M. Martin Fayoulou nous dit qu'il a été atteint par une balle, mais à la tête, il n'y avait pas de sang, il n'y avait même pas de balafre. C'est donc qu'aujourd'hui, je vois des images qui circulent dans les réseaux sociaux, en train de presser, de saigner. Or, le même jour, le jour de la marche, le vendredi, il ne saignait pas. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il s'est blessé. Ça veut dire, j'ai conclu, je vous ai dit, j'ai fait un travail en tant que communicologue pour trouver où gît la vérité. En conclusion, j'ai dit, mon aîné est habitué à ce type de psychodrame. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il s'est blessé? Ah ben, il faut lui poser la question. Il n'avait pas de blessure avant? Il n'y en avait pas. Mais on a vu le jour où il avait une bandage à la tête. Ça, c'est après la marche. Mais oui, bien sûr. Et la nuit, tardivement, entre 18 et 19. Et pourtant, les images nous ont été balancées bien avant, aux alentours des 9h, 10h, 11h déjà. Entre 9h et 18h, quand même, il y a 9 heures d'écart. Tout peut se passer. Donc, il y a des mensonges. Moi, je dis, c'est un scénario digne d'un film, tout simplement. Où est le mensonge à ce niveau-là? Le mensonge réside du fait que notre aîné, la journée, nous avons une image, et le soir, nous en avons une autre. Oui. Mais M. Emmanuel Tshibambe, dans tout ça, pourquoi réprimer une marche? Pourquoi réprimer une activité? Je voudrais ici dire aux gens, peut-être vous celui d'épaisse. Non. Vous avez souffert de cela? Non, écoutez, oui, bien sûr, écoutez. J'ai comme l'impression, tout à l'heure, j'étais chez votre confrère Kalafaye, et j'ai expliqué ça. Et je pense que je dois également le faire ici sur votre plateau. J'ai comme l'impression
vos confrères, je ne dis pas vous, vous ou vos confrères, le mot répression, c'est un mot funeste, d'après vous. Ça vient de l'enfer, d'après vous. Non. La répression, la condition ne permet la pas. répression, comment? La condition ne permet pas qu'on puisse répondre des manifestants. Lorsque vous faites vos manifestations, la police dans tous les pays du monde, même le pays d'Obama que je vois en face de moi, dans tous les pays du monde, en France, Belgique, États-Unis, la marche a toujours été encadrée par la police. Vous savez pourquoi? Bien sûr, pour éviter les débordements. Pour éviter les débordements, pour éviter la commission des infractions aussi. C'est très important. Bien sûr. Alors, lorsque la police encadre la marche, et que vous qui êtes censé faire votre activité, vous devez respecter cette dernière. Vous devez la respecter parce qu'elle assure votre sécurité. Qu'est-ce qui s'est-il passé? J'ai des images, je ne sais pas si chez vous ici. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est-il passé? La police a été attaquée par les milices, par les milices, c'est comme ça, c'est ça le mot approprié, par les milices au pluriel, des manifestants. Nous avons vu quelques manifestants munis des armes blanches. Nous avons vu des machettes. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu. Alors, en ce moment-là, que doit faire la police? La police doit empêcher la commission des infractions. La police était censée de sécuriser ces marchands, sachant qu'ils vont manifester sans avoir des armes blanches. Je peux même extrapoler des armes, sans avoir également des armes létales. Mais nous avons vu quelques manifestants provoquer la police. Vous ne parlez que des militants blessés. Vous ne parlez pas de 15 policiers également blessés. Ce sont des policiers congolais. Ça, c'est injuste. C'était quoi le rôle? C'était quoi le rôle de la police? Le rôle de la police, je vous ai dit, c'était le rôle de la police, je vous ai dit, c'est celui d'encadrer le manifestant et veiller à ce que personne ne puisse enfreindre la loi. C'est ça le rôle de la police. La police est indépendante. Comment est-ce qu'on a vu certains jeunes en tenue civile en train de caillasser le parti de Martin Fayoulou, brûler des véhicules? Ça, moi, je n'ai pas vu. La police, ça, moi, je n'ai pas vu. Écoutez, brûler les épaves, il faut bien dire. J'ai vu les épaves, les véhicules qui ont été incinérés, ça, j'ai vu. Mais cet acte-là, je l'ai condamné. Moi, je l'ai condamné. Tous les actes de vandalisme, moi, je suis un démocrate. Moi et mon parti avons accédé au pouvoir par des voies légales, non violents ou non violentes. Je condamne tout acte de vandalisme. Je condamne et je le condamne à avec la dernière énergie. Mais seulement, quand nous voyons d'un côté, nous devons aussi être en mesure de voir de l'autre côté. Quoi qu'étant mauvais, mais je préfère préserver la vie d'un être humain que préserver une épave d'un véhicule abandonné. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Il y a mes compatriotes qui ont été blessés, mes compatriotes qui ont accepté de porter l'uniforme pour assurer notre sécurité. Ils ont été blessés. 15. Jean-Marc Aboun dit que cette violence, il ne l'a jamais vécue même sous l'époque de Kabila. C'était une violence incroyable, disproportionnée. Jean-Marc Aboun a menti, il faut le lui dire. C'est votre camarade. Dis-lui, M. Emmanuel Tshibama dit, vous avez oublié, quand vous lui envoyez, d'aller mentir à Kabila. Il a oublié qu'il nous envoyait. Il a oublié. Il a oublié. Je l'ai dit, je suis à la télé. Je suis à la télé. J'estime qu'il est en train de me regarder en ce moment. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est notre ancien président du parti, notre ancien secrétaire général du parti. J'ai beaucoup de respect à sa personne. Mais qu'il ne nous énerve pas, qu'il ne nous provoque pas. Moi, j'ai des audios dans mon téléphone de Jean-Marc Aboun qui m'envoient dans des marches. Je les ai jusqu'à aujourd'hui. Qu'il ne nous provoque pas. S'il continue avec ces provocations, nous allons mettre tout sur la place publique. Qu'il ne nous provoque pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Et puis, cher ami, je vous ai dit que la faiblesse du mensonge, il y aura toujours un point d'incohérence. Comment Jean-Marc Aboun, il ne se blesse que sur cette partie du corps? Depuis toutes les marches qu'il fait, c'est toujours là où il se blesse toujours. Vous trouvez ça normal? Je vous ai dit que c'est un scénario digne d'un film. Ils ont concocté leur scénario, leur psychodrame, malheureusement.
la mayonnaise n'a pas pris. Malheureusement, c'est comme je vous ai dit. Maintenant, la différence, c'est quoi? Je disais, dans tout pays du monde, lorsque la manifestation déborde, j'ai été aux États-Unis, j'ai vécu, j'ai été à Paris, à Bruxelles, j'ai été en Allemagne. Je ne suis pas venu faire ma publicité, c'est pour vous renseigner. Dans ce pays-là où nous voyons que c'est l'Eldorado, ça se passe ainsi. L'UDPS à l'époque. Laisse-moi devoir finir ma réflexion. Oui. Laisse-moi devoir finir ma réflexion. Oui. Ça veut dire que dans ce pays dont je venais de vous énumérer, lorsque la manifestation déborde de façon négative, les forces de l'ordre font usage de la répression. On réprime pour empêcher que ça puisse déborder. Maintenant, la différence avec nous, nous avons réprimé. Je l'ai dit, nous avons réprimé, mais ce n'était pas une répression sanglante, comme ce fut à l'époque de Kabila. La preuve, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de tir. Je vous ai dit, la police a fait usage des armes, excusez-moi, des armes non létales. Donc, il n'y avait pas de tir de balles réelles. Ce sont des gaz lacrymogènes pour disperser des inciviques. Mais ces jeunes convois étalés à même le sol inerte. Alors, je vous ai dit que c'était un scénario digne d'un film, digne d'un feuilleton. On nous a annoncé pour mort le monsieur en question. Mais moi, j'ai vu ces images sur Instagram, alité dans un hôpital. Personne qu'on nous a annoncé mourant. Mais après, il s'exprime, il a mis un boubou, si j'ai bonne mémoire, bandé, la tête bandée, tout ça, en train de parler. Je me suis dit, gloire à Dieu, c'est quand même un compatriote, je ne peux pas souhaiter la mort d'un individu ou bien d'un compatriote ou d'un être humain. J'ai quand même le sens de l'humanisme. On nous a annoncé pour mort, mais il était là. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Et puis, vous verrez que... Là, c'est vous qui le dites, parce que quand vous suivez... Mais vous, en tant que journaliste, vous avez quels éléments? Justement, quand vous suivez Human Rights Watch, c'est pas le même... C'est pas le même constat. Qu'est-ce que Human Rights Watch a dit? Human Rights Watch, vous avez le ministre belge des Affaires étrangères qui a dénoncé cette répression, qui, pour lui, il faut une enquête indépendante, qui dénonce déjà le fait que la démocratie a été fortement atteinte. Bon, moi, je n'ai pas appris que Human Watch a pondu un communiqué, mais je voudrais un peu réagir par rapport au ministre belge dont vous faites allusion. Cher ami, je vous ai dit, il n'y avait pas de perte en vies humaines. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Comment expliquer? Vous voyez une structure comme l'Union européenne, un ministre belge, un ministre sérieux, qui fait un communiqué ou qui fait des déclarations sans tenir compte de la réalité. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ah bon? Il y a un problème. Moi, je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au moment où nous faisons l'émission, le sit-in a eu lieu le vendredi 12 juin. OK? Nous sommes lundi 15 juin, de 3 jours après. Et nous sommes 16h, 17h, 5 minutes. À moins que ça se passe avant que je ne monte sur ce plateau. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de cas de décès déclaré dans une certaine mesure. Il n'y a pas. Il n'y a pas. S'il y en avait, vous savez, je peux manquer d'informations, c'est possible. S'il y a des cas pareils et que je suis confronté à mes propos, je reviendrai, je vais me dédire, je vais expliquer, je dirai, écoutez, je me suis trompé. Mais jusqu'au moment où je vous parle, même le gouvernement, on nous a renseigné. La personne habilitée à pouvoir donner des faits réels, c'est le gouvernement. Mais vous verrez, le ministre en question, il s'est confié au communiqué fait par les CID, le parti de Martin Fayulu et le PPRD. Vous pensez, moi, c'est sérieux. Or, nous savons que ces deux partis ont eu à jouer, ont eu à concevoir leur psychodrame pour faire porter le chapeau à la majorité. Et ce fameux ministre, je ne sais pas si vraiment il est ministre, ce fameux ministre est le fameux porte-parole, je ne sais pas si c'est l'Union africaine, qui tire leurs origines, leurs sources, qui tire la source de leur communiqué par le communiqué fait par les CID et le PPRD. Vous voulez que moi je donne crédit à ce type de personnage? Donc c'est un communiqué. C'est un communiqué vide, bidon, qui est dénudé de tout fondement. Alors, là, donc moi je ne peux même pas passer mon temps à pouvoir lire, je ne peux même pas. Donc la C64 met en garde le Sénat contre toute tentative
à une entreprise visant à contourner les limites constitutionnelles à travers le vote de cette loi référendaire. Parce que le Sénat est en train d'analyser à son niveau, à son tour, maintenant cette loi référendaire. Ils mettent en garde contre les risques que cela peut engendrer dans tout le pays. Cher ami, je vous ai dit, bon, je ne l'ai pas dit ici, je l'ai dit dans une autre chaîne de télévision, que nos amis des C64, le C64 était une branche politique du mouvement F23 ici à Kinshasa. Ah bon? Oui. Vous avez des preuves? Oui, j'ai des preuves. Allez-y. Je peux? Allez-y. Nous connaissons tous que le M23 est le fils du CNDP. Vous êtes d'accord avec moi? Allez-y, allez-y, monsieur Benoît. Le CNDP est le fils du RCD. Le RCD est le fils de l'AFDEL. Et l'AFDEL avait comme parrain leur papa Kagame. Donc Kagame, c'est le grand-père du M23. Ouais. Kagame, AFDEL, RCD, CNDP et puis M23. Or, dans le mouvement C64, nous avons des anciens officiers militaires du RCD. Tel que le colonel Délice Sanga. J'ai menti? Le colonel Délice Sanga. Oui, vous êtes journaliste, si j'ai menti, arrêtez-moi tout de suite. Un officier supérieur de l'armée du RCD Goma, mon grand frère Délice Sanga. Donc ça suffit pour dire que tout le 64 est... Mais écoutez, vous avez juste déjà... une seule personne, écoutez, ça suffit. Non, il ne faut pas dire juste une seule personne. Il faut voir qu'est-ce que la personne incarne dans ce mouvement. Il a quelle ramification? Il ne faut pas dire juste une personne. Il ne faut pas dire ça. Il faut voir le rôle qu'a joué le monsieur. Mais il y a certains pasteurs aussi qui sont anciens membres du RCD, on ne va pas citer leur nom, qui prêchent aujourd'hui le changement de la Constitution. Et ces pasteurs-là font mal au pays. Mais est-ce que vous manquez de mots. Non. La question, vous balbutiez. Non, ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire quoi? Non, Dan, oui. Vous n'êtes pas mon co-débatteur. Laissez-moi vous donner des arguments. Okay. Et la population qui nous suit en a besoin. C'est très important. Allez-y. On ne peut pas falsifier l'histoire de mon pays. On ne peut pas tronquer l'histoire de notre pays. Délice Sanga a été un officier supérieur. Vous connaissez bien le grade de colonel full dans l'armée. Ce que ça représente. C'est ça l'histoire. On ne peut pas tronquer l'histoire de mon pays. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'est pas le débat. Oui, j'ai juste démontré que la branche politique du M23 à Kinshasa s'appelle le C64. J'en suis même pas là. C'est juste une démonstration. Et vous verrez dans tous ces leaders-là qui a le mandat du peuple. Parmi eux, dites-moi même un seul qui a le mandat du peuple. Personne. Personne n'a le mandat du peuple. Mais nous sommes dans quel pays? Ça, c'est un contraste. Je ne sais pas si au Congo, nous marchons au revers. Je me pose la question. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont le mandat du peuple, n'ont pas droit à la parole. La minorité a aussi droit à la parole. Je n'en disconviens pas, mais dans une démocratie, la voix de la majorité qui prime. C'est un précepte. On ne peut pas non plus écraser la minorité. Qui a écrasé qui? Parce que vous n'avez pas écouté l'opposition. Non, mais écoutez. On les a écoutés. Nous avons dit encore, vous avez refusé. Ok, nous avons accepté. Mais il faut que le jeu soit démocratique. Il faut que le jeu soit démocratique, n'est-ce pas? Il faut que le jeu démocratique puisse jouer en ce moment. Nous avons dit, nous avons proposé, nous avons notre recette, nous avons proposé, et vous vous récusez. Bon, on ne peut pas être en échauffourée. On ne peut pas être en collision. On peut être en altercation. Bon, allons-y vers ce peuple. Pourquoi ils ont peur d'aller vers le peuple? Ils savent ce que leur est réservé par le peuple. Parce que nous avons un peuple assagi. Le peuple les a sanctionnés aux élections, que ce soit M. Fayoulou, que ce soit M. Katumbi, que ce soit M. Matata, que ce soit même mon ami, mon grand frère, le colonel Délice Sanga, chez lui, à Louisa, il a été sanctionné de façon péremptoire. Ils le savent. Que nous, la population nous avait déjà récusé. On ne peut pas. C'est ça, la peur réside dans ce moment-là. Hier, vous étiez contre qu'on touche à cette constitution. Il y a même le président qui dit, on a une vidéo où il dit on n'a pas un problème de texte, on a plutôt un problème d'homme. La vidéo fait le tour de la toile. Hein. Le président Tshisekedi actuellement, à l'époque opposant. Je vais vous répondre par 2 étapes. Oui. Vous avez dit hier, hein, ça date, hein, oui. plus d'une décennie. Vous avez dit hier. D'abord,
Souvenez-vous que nous avions dit que cette constitution, nous la changerons le jour où nous serons au pouvoir. Félix Tshisekedi n'était pas encore président. Nous l'avions annoncé en 2006. Ça fait 20 ans que nous avons lancé ce message que nous changerons cette constitution le jour où nous serons au pouvoir. Parce que nous estimions à l'époque que ce n'était pas une œuvre congolaise. Et qu'il y avait beaucoup de choses calfeutrées là-dedans. Félix Tshisekedi n'était pas encore président de la République. Bon, même si, je prends maintenant la deuxième hypothèse, selon laquelle, même si nous l'avions dit, même si nous l'avions dit il y a 20 ans, est-ce qu'on peut pas se raviser? Ah, vous vous ravisez aujourd'hui? Je me pose la question. Mais dis-moi, écoutez. Pourquoi se raviser? Parce que vous n'êtes pas constant. Parce que la vie est en évolution par essai et erreur. Ça, c'est un principe sacro-saint. Ça veut dire, on peut se tromper, c'est pas grave. On peut se tromper une fois et revenir pour trouver la vraie cause. Parce que c'est tromper, se persévérer dans l'erreur, c'est problématique et diabolique. Vous étiez dans l'erreur dans le passé, alors. Je dis ceci, ça c'est un principe sacro-saint de ne pas persévérer dans l'erreur. Je vous ai dit que je vous ai répondu par deux volets. Oui. Je vais expliquer d'abord l'existence, j'ai d'abord expliqué le fait que nous, à l'UDPS, depuis il y a 20 ans, nous dénoncions déjà cette constitution où les jours où nous serons au pouvoir, nous allons changer parce que nous estimions que ce n'est pas une œuvre. Il y avait beaucoup d'agrégats, je peux même vous rappeler. Dans un pays démocratique, dans un pays dit démocratique, on ne peut pas, les dirigeants ne peuvent pas, les dirigeants non élus, qui n'ont pas le mandat du peuple, ne peuvent pas soumettre à ce peuple-là au référendum. Moi, je l'ai toujours dit, cette constitution, ce n'est pas une constitution référendaire parce que ceux qui nous ont soumis au référendum n'avaient ni qualité ni mandat. Nous avions M. Kabila qui fut un ancien putschiste, vous le connaissez. Nous avions tous les belligérants autour d'eux qui ont composé l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale des belligérants et des putschistes qui n'avaient pas qualité ni mandat du peuple. Ils nous ont soumis au référendum. Par quelle qualité? En quelle qualité? C'est là où déjà le mal a vu le jour. Mais reconnaissez quand même que vous aviez signé l'accord. Mais vous étiez à Sun City. Nous avions signé l'accord, bien entendu. Mais nous estimions que pour amener ce peuple au référendum, nous devrions avoir des dirigeants légitimement élus pour que nous allions au référendum. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on change la Constitution? Non, mais je vous ai dit il y a 20 ans. C'est quoi la raison fondamentale? La raison fondamentale est celle-ci. Oui. Nous estimions il y a 20 ans que cette œuvre, elle est empiétée. Les gens qui nous ont soumis au référendum n'avaient ni qualité ni mandat. Déjà, c'est là où j'ai le problème. M. Kabila avait quelle légitimité en 2005? Il était chef de l'État, mais il n'était pas président de la République. Parce qu'il y a une différence entre chef de l'État et président de la République. Il était chef de l'État parce qu'il incarnait, il était là, la souveraineté du territoire, tout consort. Mais il n'était pas président. Pour être président de la République, il faut avoir le mandat du peuple. Vous exercez un mandat dûment du peuple. Est-ce que ce n'est pas marché sous son serment constitutionnel qu'il a prêté avant de prendre fonction? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que ce n'est pas marché sous son serment? Quand le président Tshisekedi dit « Je jure de respecter, de défendre cette constitution. » Oui. Mais aujourd'hui, il veut changer cette constitution. Oui, ça se fait. Est-ce que ce n'est pas marché sous son serment? Je vous donne 3 ou 4 exemples. Oui. Le président Kassavou, quand il a accédé au pouvoir en 1960, il a prêté serment avec quelle constitution? Avec la charte coloniale. Nous sommes d'accord? Et je crois 3 ou 4 ans après, il a changé la constitution. À cette époque-là, le président Kassavou avait marché sur... nous ne sommes pas dans le même cas de figure. Non, c'est le même. C'est le même cas de figure. Parce que vous croyez le fait de prêter serment devant cette constitution, donc on n'a pas ce droit de pouvoir la changer. Même s'il y a des choses qui empiètent
La bonne marche de la République, on ne peut pas la changer d'après vous. Réviser, oui, non, mais non, pas changer. non. Moi, je vous pose la question. Réviser, on peut... Non, laissez-moi alors. Oui. Le président Kassavou avait-il changé ou révisé? Il avait changé. Je prends un deuxième exemple. Le président Mobutu, il accède au pouvoir en 1964. Il a trouvé la constitution de Kassavou. Il a prêté serment sur cette constitution-là. Moi, le colonel Mobutu, désiré, avec quelle constitution? Celle laissée par Kassavou. Et arrivé en 69, ou je ne sais pas moi, peu avant 75, il change de constitution. Est-ce que c'était craché sur la mémoire de cette constitution-là? Ce n'est pas fini. Laurent Désiré Kabila arrive en 97 dans ce pays. Il trouve un projet de constitution en 1992. Il vient, il marche sur ça et il fait son décret loi de 1997 que vous connaissez très bien. Est-ce qu'il avait empiété sur ça? Donc chaque président doit... Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Je prends encore un autre exemple dans un pays étranger. En France, nous sommes en 1958. Parce que vous voulez des exemples, parce que vous voulez faire croire aux gens le fait de prêter serment sur la Constitution, on ne peut pas la changer. Ça, c'est une fausse lecture. Et moi, je vais démontrer que c'est une fausse lecture. Et il faut vraiment élaguer ça définitivement. Donc chaque président qui vient ce n'est pas chaque président. peut changer sa constitution. Ce n'est pas chaque président. Il faut quand même limiter les... Vous savez, si Joseph Kabila était élu en 2005, avant de nous présenter cette constitution par référendum, aujourd'hui, cette constitution allait être vraiment une constitution qu'on ne bougerait pas. Moi, je serais parmi, je le dis, je dis bien si il avait été élu en 2005, parce qu'il nous a soumis cette constitution, il n'était pas président de la République. Mais il était élu en 2006. Non, il était élu en 2006, après nous avoir envoyé au référendum. En quelle qualité, lui, général-major de son État, en quelle qualité, lui, peut nous soumettre au référendum? Lui et ses copains belligérants. En quelle qualité? En quelle qualité ce Parlement qui était composé de belligérants pouvait nous soumettre au référendum? En quelle qualité? Ils avaient ni mandat, ni qualité, ni légitimité. C'est pourquoi je dis, si à cette époque-là, le Parlement était légitime, des élus du peuple, et que Kabila Joseph était légitime, l'élu du peuple, moi aujourd'hui je serais un des défenseurs de cette constitution. Mais les mandats du président actuel, il le tire de quelle constitution? C'est la constitution des belligérants. C'est pourquoi je suis en train. Mais il a trouvé le mal. Pourquoi vous voulez qu'il perdure dans ce mal-là? Mais justement, je vous ai dit. Il tire son pouvoir du mal, donc. Oui. Mais écoutez, il est venu, il est arrivé chef de l'État, il a prêté serment avec cette constitution. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, c'est une constitution qui a été élaborée par des belligérants, des putschistes. Nous sommes un État démocratique et lui, il a été élu démocratiquement. C'est pourquoi il veut pour la toute première fois dans notre pays soumettre le peuple au référendum de façon démocratique. Parce que lui, il a le mandat, lui au moins, il a le mandat du peuple avec 73%, imaginez-vous, hein, comment figurez-vous. Donc lui, au moins, il a le droit de soumettre ce peuple que nous sommes au référendum, contrairement à Joseph Kabila. Voilà maintenant la différence, c'est celui-là, ou c'est celle-là. Voilà. Est-ce que, M. Manuel Tshibambe, est-ce qu'aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons vers une 4e République? Vous savez, moi je ne veux pas vous dire, je ne vais pas aller ou emprunter vos propos. Je sais là où vous voulez venir, mais je vais vraiment l'échapper. Je voudrais vous dire, cette constitution, malheureusement je l'ai laissée dans le véhicule, je crois. Cette constitution, à son article 5, elle nous dit, malgré c'est raté, parce que elle ne nous avait pas été soumise par les représentants du souverain primaire. Dans son article 5, il nous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Ça veut dire que c'est le peuple qui est souverain. Ce qu'un peuple a fait peut le défaire. Qu'est-ce que vous pouvez vous faire, vous, Dan Zeng, devant 120 millions de Congolais? Qu'allez-vous faire devant 120 millions? Si 120 millions de Congolais décident qu'on peut changer cette constitution, qu'est-ce que vous allez faire? Dis-moi. Mais ce peuple, comment? Comment? Le peuple lui-même, il décide. Mais lui-même, au moins qu'on ait le consulter. Mais c'est lui qui a fait. Mais écoutez, je me pose la question. Je suis moi-même constructeur d'une œuvre. C'est moi qui suis constructeur d'une œuvre. Mais
comment je viens, je me dis, cette œuvre, je l'ai conçue peut-être mal, je voudrais la modifier, ou soit je voudrais la reprendre, et qu'on m'empêche, moi qui ai confectionné mon œuvre. Mais pourquoi on a verrouillé alors certaines matières? Non, mais qui a verrouillé ces matières? C'est lui, non, le souverain. Mais pourquoi on l'a verrouillé? Non, mais écoutez, mais justement, c'est lui le souverain qui a verrouillé, certains articles. Mais lui-même, le peuple s'est dit, bon, le jour où moi je trouverai que je dois élaguer ça, comme je suis souverain, je prends toute la décision que je veux. Mais comment on veut dénier un droit au peuple reconnu dans cette constitution, malgré nous la déplorons? Vous trouvez ça normal? Donc le peuple lui-même est souverain. Il s'est dit, bon, écoutez, moi, j'ai verrouillé l'article 220, mais le pouvoir absolu m'appartient. J'ai droit... Papa, c'est comme tu es chez toi en train de construire ta maison, et Dieu a fait grâce et tu as assez d'argent, même si tu as bâti un immeuble de 20 niveaux, et tu peux faire un petit tour, tu reviens, tu dis, bon, l'immeuble ne m'a pas plu, ou bien la forme ne m'a pas plu, je vais reprendre la forme. Tu as ton argent. Mais un simple quidam que je suis, je viens, non, 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 tu ne peux pas casser, tu ne peux pas casser. Mais vous allez me considérer être un détracté mental, non? Vous-même, c'est votre immeuble qui vous appartient. L'argent, c'est à vous. Oui. Mais vous avez construit votre immeuble, vous voulez le reprendre, et moi, je viens m'opposer. Vous trouvez ça normal? C'est ce qui se passe avec nos amis opposants. Le peuple lui-même a fait ça. Lui-même, il a dit à son article 5 que je suis souverain. Souverain, ça veut dire quoi? C'est au-dessus de moi, il n'y a personne, c'est moi. Donc, comme c'est moi, je peux décider de tout ce que je veux. C'est ce qui va se passer. Exactement. On ira vers le peuple et les peuples. Donc, bon, parce que vous estimez... Est-ce qu'on le fait avant les élections ou après les élections? Non, mais avant ou après, moi, je n'ai pas... je ne sais pas, ce sont les représentants du peuple, c'est le peuple lui-même. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 juin. Au moment où je vous parle, le débat est en cours au niveau du Sénat. Hier déjà, lors de conférences des présidents des commissions, ils ont tous voté à l'unanimité ce projet de loi sur le référendum qui a été envoyé au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je crois, les sénateurs sont en train de débattre sur ça. Et nous en serons fixés. Dans les heures qui viennent, nous en serons fixés. C'est quoi la priorité? L'Est ou le référendum? Réduire la priorité, c'est trouver la solution dans tous les problèmes qui gangrènent le pays. La sécurité. Mais on commence par quoi? Parce qu'il y a toujours une priorité des priorités. On commence par les référendums. C'est pourquoi je dis, le chef de l'État, de par sa diplomatie agissante et éloquente, aujourd'hui, il cherche à tout prix que la paix soit recouvrée à 100%. Aujourd'hui, nous enregistrons des succès diplomatiques. Et il est toujours, moi j'ai dit, Félix Tshisekedi, il est toujours aux airs en train de chercher des voies et moyens, comment trouver la solution pour endiguer définitivement ce fléau qui a gangréné, qui a endeuillé le pays pendant plus de 30 ans. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et comme je vous dis, parmi les problèmes que nous avons dans notre pays, parmi tous les problèmes qui gangrènent ce pays, ça aussi en est un. D'accord. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher des voies et moyens à élaguer tous les problèmes. Je dis bien tous les problèmes. Donc comme celle-ci en est un, je pense qu'elle doit aussi être élaguée. De la même manière, nous cherchons la paix à l'Est. De la même manière, nous devons aussi élaguer cette constitution. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait l'usage du contenu de tous les 229 articles de cette constitution. Et je suis arrivé à conclure que les guerres à répétition que nous avons connues à l'est du pays, la constitution aussi en est responsable, quelque part. Donc, si c'est déjà un problème, pourquoi ne pas les changer? À quel niveau? À quel niveau cette En constitution? quel niveau? Comment? Je vous ai dit, le président Kassavou a changé la charte coloniale. Les Zaïre et le Congo à l'époque n'étaient pas morts. Mobutu en a fait autant, les Zaïre n'étaient pas morts. Mouzé Laurent Désiré Kabila en a fait, le pays n'est pas... La France en a fait en 1900... Comment la France... Comment elle est la base de l'insécurité? Comment la France... à quel niveau elle est la base de la cause de l'insécurité? Comment la France est passée de la Première République et aujourd'hui ils en sont à la 5e République? Comment? Parce que les gens veulent croire qu'une constitution, on ne la change jamais. Comment la France est passée de la Première République, aujourd'hui ils en sont à la 5e République? Comment? C'est par un bâton magique? Monsieur Emmanuel Tshibanda, on va finir. Quand même, l'image, les informations qui ont circulé hier ont quand même un peu
poussé beaucoup d'anonymes à se poser des questions, notamment quand on a appris que le président allait partir pour la Coupe du Monde avec une délégation, quand on a appris qu'il a été également à la finale de la Ligue des Champions d'Europe. Il a été sur place. Il sera aux États-Unis. Les gens se posent la question, est-ce que c'est la priorité vraiment pour un président dans ce contexte-ci? On a l'insécurité, on a Ebola, on a tous ces problèmes, on a toutes ces difficultés. Est-ce que c'est vraiment le contexte où le président devrait aller suivre une Coupe du Monde, suivre un match de football européen? Qu'est-ce que vous répondrez à tous ces Congolais-là? D'abord, c'est une contre-vérité, dire que le chef d'État a assisté à la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain. Ça circule un peu partout. Il y a un joueur du PSG qui est en train de... Laisse-moi vous répondre. Oui. Laissez-moi vous répondre. J'ai dit c'est une contre-vérité. Le chef de l'État n'a jamais été... il y a un joueur du PSG qui a dit qu'on était avec lui dans les vestiaires. Un joueur du Paris Saint-Germain. Je peux vous répondre? Allez-y. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous êtes journaliste, renseignez-vous, vous verrez que le 30 mai, le chef de l'État n'était pas en déplacement. Déjà, ce que je vous donne, renseignez-vous, vous verrez que déjà, le fait que le chef de l'État ne s'était pas déplacé, ça veut dire que tout ce que vous avez appris là sont des contre-vérités. Il était au pays. Il n'était pas en dehors du pays, le 30, parce que la finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal a eu lieu le 30 mai à Budapest. Le chef de l'État n'avait pas effectué de déplacement en cette période-là. Déjà, il faut élaguer. Mais il faut élaguer. Mais écoutez, la RDC va participer à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1952. Si le président veut aller encourager ses compatriotes, où est le mal? Donc, le président Bassirou Faye du Sénégal peut aller assister, c'est normal. Le président, il y a un président que j'ai vu là. Lui, il peut aller assister, c'est normal, mais quand il s'agit de notre président qui veut aller voir ses compatriotes qui vont jouer dans 48 heures, ça devient un péché de lèse-majesté. Non, le chef en a droit aussi d'aller encourager nos léopards. Parce que c'est historique. Pour la toute première fois après 52 ans que nous avons quand même renoué, ou nous allons participer à la phase finale de la Coupe du Monde. C'est historique pour le pays. Moi, j'encourage le chef d'État, s'il veut aller voir ses compatriotes pour les encourager, parce que nous avons un défi devant nous. Nous ne sommes pas allés comme des figurants, non. Nous ne sommes pas allés en victime expiatoire, non. Nous sommes allés avec objectif, nous sommes une équipe de football, nous allons jouer pour gagner. On a besoin de gagner des trophées. Alors, il faut aussi aller galvaniser ces troupes pour les encourager, pour nous ramener ces trophées. Où est le mal si les chefs vont se déplacer? Le mal en serré, s'il se déplace pour le Rwanda, ça, j'allais être catégorique. Mais il va où se trouvent ses compatriotes pour les galvaniser, pour essayer de leur remonter le moral, pour que nous arrivions à battre le Portugal. Et pour que nous arrivions même à gagner la coupe. Ce n'est pas impossible. Où est le mal? Il a péché où? Dites-moi. S'il était resté ici, ce sont les mêmes qui diraient, mais président Mobimba Bimarana était, va jouer. Maintenant, il est allé voir ses compatriotes qui vont entrer en scène dans 48 heures. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Vous qui avez des chiffres, ça coûte combien? Les déplacements d'un chef d'État du Congo. Mais est-ce qu'il s'est déplacé pêle-mêle? Est-ce qu'il a effectué un déplacement inutile? Il est allé voir ses compatriotes qui vont jouer à la Coupe du Monde. Le président sénégalais se trouvant sur place aux États-Unis, où est le mal? Est-ce que vous avez appris les Sénégalais à travers les réseaux sociaux déplorer? Non, franchement, à un moment donné, il faut quand même que nous habitions, il faut quand même que nous puissions nous revêtir de cet esprit d'humanisme dans une certaine mesure. Monsieur Manuel Tshibambe, au cadre du parti présidentiel UDPS Tshisekedi, voilà, Fachi a un mandat, Fachi a une mission et non un mandat, comme vous le dites. Donc, moi, je n'ai pas dit ça, qu'il a une mission. Ça, c'est sorti de moi, de ma bouche. Non, vous n'avez jamais dit ça. Mais je ne tiens pas rigueur à ceux qui pensent que le président Tshisekedi a une mission. Et non un mandat. Non, je dis ceci. Nous sommes dans un État, dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, la liberté des pensées
et d'expression est garantie. Chacun est libre. Merci beaucoup. Même un fou, attends, c'est très important. Même un idiot, il a droit à la réflexion. Et vous devez respecter même son opinion, même s'il vous dit Dan Zeng, 1 plus 1 égale 3 et non 2. Il faut respecter son avis. Pourquoi il faut respecter son avis? Ça nous permettra de comprendre qu'il n'est pas en bon état, que ses facultés mentales ne sont pas... Il faut qu'ils soient formatés. Ça nous permettra de comprendre que non, c'est un idiot. Il ne réfléchit pas comme nous. Il faut respecter son opinion. Tout le monde a le droit de réfléchir. Il ne faut pas le dénier. Quelqu'un a pensé que Fachi a une mission. Est-ce que le fait de penser ainsi, il a enfreint la loi? Dites-moi, il a violé quel article de la Constitution? Non, non. C'est une infraction? Non, pas du tout. Non, mais il faut respecter. On a respecté ça. Parce que nous sommes tous égaux. Chaque Congolais est libre de penser comme il le veut. Mais que cela ne puisse pas déranger les lois de la République. Donc, il faut respecter celui qui a dit que Fachi a une mission. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Merci beaucoup, M. Manuel Tshibambe. Comme moi, je dis que non, moi, je pense que le président Tshisekedi, moi, je pense que le président Tshisekedi doit encore demeurer à la tête du pays. Pourquoi? Parce qu'il nous a dédouanés du Rwanda qui nous avait embrigadés depuis plus de 30 ans. Alors, celui qui viendra après Fachi, nous ne le connaissons pas. Quelles seraient ses velléités? Est-ce qu'il sera dans la continuité ou il va rétropédaler pour s'acoquiner avec Kagame? C'est ça ce qui est très important. Le président Fachi est en train de dérwandaliser la RDC. Il en a fait, il est en train de le faire et il le fera jusqu'à la fin. Nous devons extirper toute tentacule du Rwanda en RDC. C'est pourquoi moi, je pense que le président Tshisekedi doit encore rester. Dans ce sens-là. Nous devons nous mettre même autour d'une table, nous Congolais, dire, écoutez, Félix Tshisekedi est en train de nous dédouaner, nous exonérer de cette emprise rwandaise. Nous pensons qu'il doit encore rester pour un moment le fait qu'il puisse vraiment faire le travail de nettoyage profond jusqu'à ce qu'on puisse extirper le dernier de tous ces tentacules. Moi, je pense qu'il peut encore rester. Merci Donc, beaucoup. Ça, c'est moi qui réfléchis ainsi. Vous avez droit, vous avez aussi devoir de respecter mes pensées. Comme vous aussi, vous réfléchissez, ou bien vos amis qui réfléchissent que Tshisekedi doit partir. Moi aussi, je respecte leur réflexion. Mais cela ne veut pas dire que leur réflexion est prépondérante par rapport à la mienne. Non. Non. Il y a une constitution quand même qui limite les mandats. Mais on a une constitution qui a été élaborée par un peuple. Ce peuple-là peut dire, écoutez, comme je vous dis à l'article 5, écoutez s'il vous plaît. Non. M. Tshisekedi nous a dédouanés de l'emprise du Rwanda. Nous pensons qu'il reste d'abord, qu'on met d'abord cette constitution de côté. Ce peuple-là en a ce droit. Merci. On ne peut pas dénier ce droit-là à ce peuple-là qui a confectionné cette constitution. Voilà, ça n'est fini. Merci beaucoup, M. Emmanuel Tshibambe, cadre du parti présidentiel UDPS Tshisekedi. Merci beaucoup d'avoir été le nôtre. On espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci à toute la grande équipe technique qui m'a aidé à pouvoir vous présenter cette émission. On va se retrouver prochainement, toujours sur votre chaîne KMC. Allez, au revoir.